Merci d'être avec nous sur le plateau d'Acteurs Publics TV, installé ici sur le stand de l'UGAP, au cœur du Salon des maires et des collectivités locales qui a démarré ce matin. Et vous savez qu'on va vous faire vivre ce salon pendant 3 jours jusqu'à jeudi. Faire mieux avec moins, c'est aujourd'hui, on le dit assez, une nécessité pour le service public. Ça concerne notamment les acheteurs publics. Mais comment définir cette notion de performance? Qu'est-ce que le meilleur prix, par exemple? Est-ce forcément le plus bas? On va en parler avec nos deux invités, avec cette notion qu'on voudrait éclaircir et qui a attiré l'intérêt des décideurs, la notion de robustesse. Olivier Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de l'entreprise robuste, que j'ai ici d'ailleurs. L'entreprise robuste pour une alternative à la performance. Vous êtes co-auteur de ce livre. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis Adrien Chapon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'une petite commune du Gard qui s'appelle Saint-Paul-la-Coste dans les Cévennes. Merci également d'être sur ce plateau et d'être avec nous. Merci. Olivier Charbonnier, donc vous avez rédigé avec Olivier Amand et Sandra Anlard ce livre qui a retenu, donc je l'ai dit, l'attention de nombreux décideurs. Il est question d'entreprise robuste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce concept d'entreprise robuste? Et puis, est-ce qu'il s'applique aussi aux services publics, aux collectivités locales, par exemple, puisqu'on est ici au Salon des maires? Alors oui, il s'applique tout à fait aux collectivités locales. On aurait même dû rigoureusement l'appeler l'organisation robuste. Mais c'est vrai que l'entreprise robuste permettait d'être un peu plus impactant, percutant par rapport à ce monde quand même de la performance dans lequel on baigne. Alors pour bien comprendre ce que c'est que l'entreprise robuste, il faut déjà juste se poser une question, c'est pourquoi l'entreprise robuste? Pourquoi l'entreprise robuste? Tout simplement parce que on fait le constat que on est probablement arrivé au bout d'un modèle qui est le modèle de la performance. D'une part parce que nos organisations se fissurent un peu de toutes parts. Quand on prend sur le plan humain, par exemple, quelques stats, on voit qu'il y a une étude d'OpinionWay et le cabinet Empreinte Humaine qui fait état de 2,5 millions de personnes en burn-out. On sait que le taux d'absentéisme a grimpé de 41% en valeur relative depuis 5 ans. On sait qu'aujourd'hui, on a environ 60% de cadres qui s'estiment en surcharge de travail. Bref, on a toute une série d'indicateurs qui nous laissent penser que sur le plan humain, nos organisations se fissurent. Sur le plan organisationnel, on retrouve aussi le même sentiment de fissure avec une dépendance à nos outils digitaux, des problèmes de cybersécurité, des problèmes de supply chain aussi, dont on a vu d'ailleurs au moment du Covid par exemple les soucis que ça pouvait poser. Et donc on se retrouve en fait dans un monde qui tente à se fissurer de plus en plus. On pourrait dire que ça a commencé avec ce qu'on a appelé la grande accélération dans les années 50. Donc ça, c'est une première dimension qui laisse penser qu'on est peut-être arrivé au bout d'un modèle et que ce modèle craque de toutes parts. Et puis surtout, c'est que ce modèle qui craque de toutes parts se situe dans un environnement qui, lui, est fluctuant. Ça fluctue de plus en plus du fait de la stabilité géopolitique, du fait de l'accélération technologique, du fait les déséquilibres socio-économiques qui s'accentuent. Et puis, peut-être plus encore, on n'en parle pas beaucoup, plus beaucoup en ce moment, mais du fait du dérèglement écologique. Le dérèglement écologique avec l'effondrement de la biodiversité, moins 80% d'insectes en 30 ans, avec la finitude des ressources, avec évidemment le réchauffement dont on parle beaucoup, avec les problèmes de pollution. Et donc, ces micro-fissures d'un côté et ces macro-fluctuations de l'autre, quand on les met ensemble, ça donne quelque chose d'assez explosif. Or, ces micro-fissures et ces macro-fluctuations s'expliquent très largement par cette espèce d'obsession de la performance qu'on a de plus en plus. Et je dirais même qu'on est devenu, je crois, au fil des années, en tout cas au fil des dernières années ou des dernières décennies, on pourrait dire, des junkies de la performance. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus qu'en termes de performance et tout doit être performance. Et on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et quand on regarde et quand on fait un pas de côté, c'est pas moi qui le fais pour le coup, c'est Olivier Amand qui est biologiste, quand on fait un pas de côté du biologique, du vivant non humain, on se rend compte que le vivant, lui, il est sous-optimal. Et c'est ce qui lui permet de passer les fluctuations. Alors à votre question, qu'est-ce qu'une entreprise robuste ou une organisation robuste? C'est une organisation qui accepte une forme de sous-optimalité pour se donner des marges de manœuvre, pour se mettre du jeu dans les rouages et pouvoir faire face à un monde de fluctuations. Est-ce que cette notion, est-ce que vous avez l'oreille avec cette notion d'élus déjà, d'ores et déjà, et on va en parler dans un instant, il y en a au moins un sur ce plateau, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors effectivement, on commence à travailler. Alors,
avec la fonction publique déjà, avec le ministère des Finances par exemple, et notamment avec la DGFiP qui s'intéresse d'assez près à cette notion et qu'on commence à accompagner dans l'exploration de la robustesse de la DGFiP. Ça voudrait dire quoi? Comment ça pourrait se traduire? On travaille aussi avec des entreprises privées, avec des associations, avec des entreprises qui viennent de l'ESS. Ce sont peut-être elles les plus sensibles aujourd'hui à cette question-là. Et effectivement avec les élus et notamment effectivement dans la commune de Saint-Paul-la-Coste et dans le département du Gard, entre autres. Alors Adrien Chapon, vous êtes donc le maire de cette commune, 327 habitants, et vous avez accueilli au mois d'avril dernier le premier festival des terres robustes, donc en réponse un peu à ce livre dont on vient de parler. Pourquoi avoir lancé ce festival? Et puis pourquoi un élu local comme vous s'intéresse à cette notion finalement de robustesse des territoires en l'occurrence? Donc en fait, le concept de robustesse, il n'est pas. Je ne me suis pas forcément intéressé à ce concept. En réalité, je me suis rendu compte, on a travaillé avec Olivier 4 ans ensemble, au moins, avant d'atterrir sur ce festival Terre Robuste. Je me suis rendu compte que j'étais un cobaye en fait. Et nous, ça fait 4 ans qu'on décentralise tout. On essaie de créer une horizontalité dans les décisions. On essaie dans la commune qui est la base de la gestion des communs sur un territoire, on a embarqué des citoyens dans tout un tas de commissions extra-municipales pour les faire bosser sur des sujets. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est en position d'élu, on a la population qui va dire « Ah, ils n'auraient pas dû faire ça. Ah, ils auraient dû plutôt faire ça. Ils auraient dû. » Yaka, vous savez, le fameux Yaka Faucon. En fait, au moment de notre élection, il y a 5 ans, avec mon conseil municipal, on a posé symboliquement des clés sur la table et on a dit aux gens, la cité est à nous, on va travailler ensemble, on va construire la décision publique. Et en fait, on a remis en cause tout un tas de fonctionnements qui avaient été oubliés par le citoyen parce qu'il était habitué à déléguer. Donc là, on l'a mis face à ses responsabilités et on a fait des assemblées délibérantes totalement indépendantes. Là-dessus, il y a eu une rencontre, celle d'Olivier Charbonnier et bien d'autres personnes qui ont... Ça a été en réalité un télescopage de talent, de savoir-faire, de gens qui conceptualisent les choses. Et la greffe a pris avec Olivier. Et je crois que c'est il y a 1 an de ça, j'ai téléphoné un soir et j'ai dit, mais en fait, on fabrique de la robustesse. Et je me suis rendu compte que ça faisait 3 ans que je ne l'écoutais pas, en réalité. Donc je crois que la robustesse, c'est aussi de s'écouter. Et j'étais dans le monde de la performance, mais sans le savoir, en mettant sur la table des façons de travailler avec les gens, on a changé de paradigme en fait. Vous voulez dire que les méthodes de démocratie locale que vous avez mises en place dans votre village, ça répond à cette notion de robustesse? Non, ça répond pas, ça la fabrique. Ça fabrique la robustesse du territoire? Ça la fabrique, ouais. Parce que une décision, même sur une petite collectivité comme la nôtre, une décision qui n'est pas le fruit d'un mûrissement collectif, elle a 50% des chances de se casser la gueule. Or là, on a sur 200, je sais plus, sur 327 habitants, on a une centaine d'habitants qui ont participé aux commissions. C'est-à-dire que les décisions qu'on a engagées, il y avait déjà 1/3 de la population qui avait bossé dessus. Donc forcément, en termes d'acceptation de la décision publique, ça crée une espèce de souffle et on a les gens avec nous. Olivier Charbonnier? Oui, en écho à ce que vient de dire Adrien, pour nous, ce qui était important, c'était effectivement de tester, d'incarner, d'explorer, et quitte à se planter aussi parfois, cette notion de robustesse à l'échelle d'un territoire. Alors cette notion de robustesse, et du coup je reviens peut-être à votre première question, en fait nous, pour l'instant, déjà on dit que ce n'est pas un modèle, il n'y a pas un modèle de la robustesse. Par contre, il y a un certain nombre de grands points de repère. Le lien, alors l'idée de créer du lien, l'idée de fabriquer du lien, ça veut dire multiplier les interactions, ça veut dire accepter les formes de vulnérabilité, ça veut dire valoriser l'hétérogénéité. Donc le lien, c'est vraiment une dimension importante qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans tout le travail qu'a fait Adrien et le conseil municipal, qui est de retisser du lien parmi des communautés qui se déchiraient un peu. Alors c'est pas gagné, on n'y est pas encore, mais il y a maintenant un tiers-lieu qui vient incarner ce lien et qui devient un lieu de rencontre, ce qui manquait effectivement à la commune. Ensuite, il y a une deuxième dimension, c'est la notion de commun dans la robustesse. L'idée qu'il faudrait peut-être remettre du commun
au centre des populations, là où tout s'est privatisé, où tout s'est un peu cloisonné. Remettre du commun, c'est effectivement remettre du sens, remettre aussi des logiques de solidarité. Et là aussi, je crois que c'est en train de s'incarner. Typiquement, l'ancienne école communale est en train de redevenir un commun, qui est ce fameux tiers-lieu. Mm. Donc, du coup, ça nous a. Puis il y a une troisième grande notion qui est la notion de souplesse, l'idée d'avancer avec un référentiel un peu moins précis. On arrête d'avoir, et c'est ce que disait Adrien, on ne se donne pas des objectifs avec des process, des indicateurs. On y va de façon beaucoup plus organique. À ce titre-là, d'ailleurs, on est assez proche de l'idée de la permaculture. La robustesse, c'est pas loin de la notion de permaculture aussi. Donc c'est un peu ce triptyque qu'on a travaillé au sein de la commune entre le lien, le commun et la souplesse. Un dernier mot, Adrien Chapon. Oui, parce qu'en fait, là, tu parles de permaculture. On a, sur l'opération Terre Robuste, on avait reçu des gens qui représentent le mouvement de la perma-entreprise également. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a travaillé, on a réfléchi sur des concepts en parallèle. Moi, le concept qui me tient énormément à cœur, c'est toutes les approches syntropiques. C'est les approches qu'on retrouve dans le monde forestier, dans le monde agricole. Et en réalité, c'est la complexification permanente du vivant. Et je crois que ça, c'est vraiment l'incarnation en ruralité de la robustesse. Et la petite histoire, c'est que souvent, quand on organise quelque chose, c'est foutraque. C'est foutraque parce qu'il n'y a pas un type à la tête qui dit on fait ci, on fait ça, etc. On lance quelque chose, il y a des énergies qui font que les gens s'emparent. Et la plupart du temps, sur tous les événements qu'on a montés, on est une petite commune, donc comme je disais, 300 et quelques habitants. Sur une année, on fait 50 événements. Sur 50 événements, je pense qu'il n'y en a pas un seul où il n'y a pas une boulette au niveau horaire. Parce que les gens bossent sur la com, à la fois sur le réseau Panneau Pocket, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc. Et comme on est tous à bosser sur le sujet, ben en fait, on se fait engueuler par les habitants parce qu'on avait dit 15 heures, mais ça a démarré à 14h30. Il y avait tel intervenant, il a été remplacé par un autre. Parce qu'en réalité, cette complexification, cette robustesse fait que les gens prennent leur place naturellement sans avoir d'organisation verticale. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant, mais sur les gens qui attendent d'une commune qu'elle soit structurée, verticale et organisée, eh ben, ils ne sont pas très heureux, ceux-là. Je m'en excuse auprès d'eux. Bon, on doit arrêter là et il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette notion et je renvoie les personnes qui nous écoutent ici ou qui nous regardent vers ce livre, notamment pour en savoir plus sur la notion de robustesse. En tout cas, on a fait une première approche et on vous remercie à tous les deux d'être venus sur ce plateau d'Acteurs Publics TV ici, installé au cœur du Salon des Maires. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour une prochaine table ronde au Salon des Maires. À tout de suite.